C'est pas une fracture numérique, c'est une fracture digitale maintenant. Et si vous savez pas vous servir de SharePoint, si vous savez pas vous servir de Planner, des applis Google, de la suite Google, etc., vous êtes mort. Hein. Dans 5 ans, vous êtes mort. Les entreprises ne fonctionnent plus que comme ça. Ça, c'est la transformation Covid, parce qu'il n'y a pas eu le choix et j'y reviendrai. Donc les freins sociétaux, je ne sais pas m'en servir, et puis j'ai la trouille de prendre les décisions. Et c'est ça la digitalisation. C'est vers là qu'on va. Et pourquoi j'ai plus d'ordinateur? Parce que si j'ai un ordinateur, ça va me freiner dans mes processus. Donc j'ai revu mes processus. Et l'excellence opérationnelle vous aide là-dedans à faire passer, en fait, à franchir cette révolution. Parce que c'est une vraie révolution. Hein. Moi, le jour où j'ai dit, je vais prendre un Galaxy Note avec un petit clavier déporté et je vais laisser mon ordinateur au service informatique, on m'a tous pris pour un fou. C'était il y a 5 ans. Voilà. Et maintenant, il y en a plein qui font comme moi. En 2017, il fallait à peu près 1 an pour faire un rapport Trinôme Panto. Pour ceux qui ont trouvé la cause. Alors, on a dit, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que le processus peut pas fonctionner et on va le digitaliser. Donc, on va revoir le processus de bout en bout. Et donc, on a apporté toutes les techniques d'innovation, y compris les caméras de captage sur drone pour aller récupérer les preuves matérielles sur le terrain, les imprimantes 3D pour aller les reproduire dans les ateliers des gars qui eux, faisaient les enquêtes. On a digitalisé complètement les rapports, où du coup, il n'y a plus d'envoi de mail, plus rien du tout. Chacun se répond en fait à des questions qui sont déjà pré-programmées. Le Trinôme Panto National, on a dit, ça ne sert à rien. On laisse des experts si jamais ils ne trouvent pas, mais surtout, ils ont des métriques. Les régionaux qui font l'enquête, ils ont des métriques qui leur permettent de se caler sur les délais de l'enquête. Et maintenant, on a les rapports de constatation immédiate en 24 heures. Les rapports Trinôme, on les a en moins d'1 mois. Mais on a revu complètement le processus. On a dit, c'est plus régional, c'est par type de matériel, c'est des gens qui doivent connaître le digital, etc., etc. C'est ça, le digital. Parce que sinon, on aurait pu dématérialiser, c'était gentil, on faisait un Microsoft Forms, et puis voilà, ça marchait très bien. Donc si on n'interroge pas les processus en conséquence, on ne digitalisera jamais. La digitalisation, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. La finalité d'Amazon, c'est de vendre un maximum de produits et de services. On avait reconstitué, virtualisé la salle de crise de la SNCF. On était 3 DNO. On avait 3 salles de crise, chacun dans nos salons. J'avais dit, ça sert à rien d'avoir du backup. Il faut pouvoir gérer une crise n'importe où en France depuis un téléphone portable. Et donc avoir tous les outils accessibles depuis un téléphone portable et un casque. Et donc on avait commencé à le faire. Fort heureusement, on était prêts. On avait utilisé l'excellence opérationnelle pour ça. Mais nous, on avait de la chance. En revanche, chez Voyage, les TGV, les centres opérationnels de service, là, qui font tout le produit train, eux, ils étaient très très loin de leurs producteurs. Il faut se souvenir des premiers pas de Webex au début du confinement. C'était quand même d'une stabilité moyenne. Alors il y avait Skype aussi, Skype entreprise, etc. Mais c'était d'une stabilité très moyenne. Puis tout ça, c'est bien gentil, mais c'est beaucoup de la dématérialisation et très peu de la digitalisation. On continue à faire ses réunions, à partager son écran et à tout enregistrer dans son disque dur. C'est plus possible. Ça, à l'époque du digital, c'est le cloud, et puis Teams, c'est sur le téléphone. Et quand on se partage un truc, c'est en ligne, où chacun peut aller travailler sur le même document et toujours sur la même version. C'est ça de la digitalisation. Hein. Sinon, c'est de la démat. Donc je travaille sur mon Word, sur mon disque dur, je te l'envoie V1.2.4 du temps. L'autre y répond V1.2.5 du temps. Puis pendant ce temps-là, il y en a un qui a fait une V1.2.5 et qui a oublié de répondre à tout le monde dans son mail. Et ça y est, il y a 2 versions qui se baladent. Et il va falloir faire une réunion pour réaligner tout le monde. Donc il y a une phase de foisonnement. Hein. Souvenez-vous, Covid, excellence opérationnelle, on continue. Alors l'excellence opérationnelle se casse la gueule parce que plus de 0.5, plus de management visuel. Donc l'excellence opérationnelle se casse la gueule. Donc tout le monde cherche comment on va faire. Alors moi j'ai une équipe, j'ai dit tout se casse la gueule, très bien. Donc on va faire un 1.5 déjà par téléphone tous les jours parce que faut aussi dans la tête, faut qu'ils aillent bien les gens. Hein. Ils sont chez eux, utilisons tous les moyens qu'on a à notre disposition. Et j'ai dit on va prendre Teams déjà dès le début. Donc tous les jours, depuis 2 ans maintenant, parce que ça continue, parce qu'ils sont vachement accrochés, tous les jours à midi, de midi à midi 15, on fait 1.5 minutes, entre guillemets, par Teams. Voilà. Donc on a sauvé le premier point d'excellence opérationnelle qu'on a dématérialisé. Et ensuite, on a digitalisé le management visuel. Alors pour digitaliser, moi j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé, donc je me suis pris, si j'avais eu Access à la SNCF, j'aurais fait sur Access. Je l'ai fait sur Excel, ils sont ravis, ça marche super bien. Et ça fait un vrai management visuel qui est pour le coup digitalisé parce qu'on a revu complètement le process du management visuel et comment chacun y contribue. L'excellence opérationnelle va servir la revisite des processus, l'innovation va apporter les moyens et la digitalisation va vous permettre de stabiliser l'ensemble. Et les 3 sont un vecteur de transformation. Donc ils sont complémentaires. Dans la gestion de crise, on est une team, une équipe de tous les gestionnaires de crise, des grands gestionnaires d'infrastructures européens. Et on s'auto-entretient, on auto-apprend ensemble. Et mon chef n'est plus le directeur général des opérations. Mon chef, c'est la qualité de service pour le client. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler 3 heures. J'ai fini. Merci. Alors déjà, je rappelle, c'est quoi l'excellence opérationnelle? Ce sont toutes ces méthodes, tous ces outils, tous ces systèmes qui nous permettent de nous améliorer en continu. Mais en fait, ce n'est pas spécifique à une entreprise.
Vous prenez un sportif de haut niveau, un champion, il va travailler des méthodes pour s'améliorer en continu. Il va faire de la pratique, il va prendre un coach, il va s'entraîner tous les jours. C'est une forme d'excellence opérationnelle très terrain. Vous avez la même chose avec des médecins, des chirurgiens de haut niveau, des communicants politiques qui font des conférences. Et c'est la même chose pour nous, étudiants, qui travaillons tous les jours à découvrir de nouvelles compétences, à acquérir nos diplômes, ou alors professionnels à développer nos compétences. Donc il y a différentes méthodes d'excellence opérationnelle qui permettent d'être plus efficace, d'aller plus vite, d'avoir plus de valeur et de perdre moins de temps sur des choses moins importantes. Donc là, on touche du quoi, du comment et du pourquoi. Du quoi, ça va être des outils très concrets. Du comment, c'est comment on va le faire avec les autres. Et du pourquoi, parce que ça apporte plus de sens. Mais en fait, ce qui compte le plus, c'est des compétences, regardez-les, qui vont toucher à la résolution de problèmes, avant tout, à la gestion de ma propre organisation. Pourquoi ? On le voit. Quand on est chez soi, il faut savoir gérer sa vie privée, sa vie professionnelle. Il faut savoir gérer son temps. Il faut savoir gérer ses priorités. Eh bien, ce sont les top compétences qui sont utilisées avec le fait de travailler avec les autres et en effet aussi d'utiliser la technologie. Non pas de designer la nouvelle technologie, mais de comprendre, de s'interfacer avec et d'être fluide dans l'utilisation de ces nouveaux outils. 42% des métiers aujourd'hui risquent d'être automatisés. Je ne sais pas si ça va être le cas en 2025. Ça me paraît beaucoup trop tôt. Et après, ça dépend de quel métier. Un métier de conducteur, de camion, peut-être. Quoique la voiture automatisée et le camion automatisé, on n'y est pas encore. Mais dans les métiers, on va dire plus col blanc, d'ingénieur, d'analyste, d'économiste, de marketeur, pas sûr que ça arrive. Par contre, on va nous demander de savoir résoudre des problèmes. On va nous demander de savoir gérer des relations à distance et de gérer cette technologie. Les 3 clés de l'excellence opérationnelle et de la digitalisation. La première, je vais me focaliser sur le quoi, les outils. Ces outils-là, moi je les connais, je les pratique depuis 30-40 ans. Aujourd'hui, ils sont intemporels. Et c'est un socle avant d'aller faire de la digitalisation. Plus on va travailler ces outils-là, plus ça va devenir une évidence. Anders Ericsson, qui est un chercheur américain, s'est interrogé comment est-ce qu'on fait un expert ? Comment est-ce qu'on construit de l'excellence ? Et il n'a pas commencé par des experts technologiques. Il a commencé par des sportifs de haut niveau, par des musiciens qui sont des référents mondiaux, puis par des médecins, des chirurgiens. Et il a constaté qu'il mettait en place une pratique qu'on appelle la pratique délibérée ou pratique d'excellence, pratique de finalité, qui fait que quand on veut devenir un des meilleurs dans son secteur, que ce soit l'art oratoire, que ce soit du développement logiciel, que ce soit du marketing, que ce soit un sport, ben, il y a une pratique qui est exactement la même. Une pratique extrêmement focus qui va aller décomposer les différentes étapes des tâches que je fais. Et là où j'ai des faiblesses, je vais identifier ma faiblesse, je vais trouver une personne, un benchmark, un référentiel à qui je vais me comparer et je vais pratiquer en étant hyper focus sur le sujet. Cette méthode de pratique délibérée, j'ai découvert que c'était la même dans le Lean. Dans le Lean, vous allez au Japon, les maîtres du Lean s'appellent des sensei. Ces sensei, ils vous apprennent à boulonner une vis pendant des heures et des heures à faire le même geste et de voir des micro-détails qui feront la différence pour que la vis soit hyper bien boulonnée. Allez voir ce qu'ils vous enseignent. Moi, ça me rappelle ce que j'ai appris quand j'étais chez General Electric, qui dans les années 2000 était l'équivalent des GAFA aujourd'hui, une des entreprises les plus admirées, les plus recherchées. Jack Welch disait, les managers, ils ne sont pas nés managers, ils sont faits managers. On pratiquait le leadership au quotidien dans nos réunions de travail. On faisait du management visuel, on se donnait des feedbacks, qu'est-ce qui marche pas. Enfin, la troisième clé, et je vais revenir au pourquoi, qui m'est si cher, une entreprise, une organisation, une personne, pour moi, qui est inspirante, et quelqu'un qui part du pourquoi. L'excellence opérationnelle ne prend pas son pourquoi. Et là, encore une fois, c'est une deuxième chercheuse, Carol Dweck, qui a travaillé sur ce qu'elle appelle le growth mindset, l'esprit de croissance. On a tous du growth mindset et à l'opposé du fixed mindset. Ce fixed mindset, c'est celui qui conduit à l'échec. À l'opposé, le growth mindset qui est de se dire, comme Luc nous l'a démontré, tiens, je vais me remettre en cause. Qu'est-ce que je vais changer dans mon équipe ? Qu'est-ce que je vais changer dans mes habitudes, dans mes modes de fonctionnement digitaux ? Qu'est-ce que je vais changer comme app ? Et ça conduit à sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est le cœur de l'excellence opérationnelle. Il n'y a pas une entreprise comme General Electric où j'ai pu pratiquer pendant 8 ans, ou toutes les entreprises qui font de l'agile aujourd'hui, qui n'est pas dans cet esprit de growth mindset. Donc je vous invite à regarder au fait où est-ce que je suis en fixed mindset, où est-ce que je suis en growth mindset. C'est top de pouvoir ensemble pratiquer de l'excellence opérationnelle et merci de l'avoir partagé avec nous. Vous prenez un cas concret, soit un cas que vous avez vécu dans votre alternance, soit un cas que l'entreprise, le représentant d'entreprise qui est avec vous, vous propose. Un peu comme Luc ce matin, qui dans la conférence nous a parlé concrètement, tiens, qu'est-ce que j'ai fait avec mon équipe ?
J'ai mis du MV, du management visuel, des points 5 minutes. On a fait de la résolution de problèmes. On a fait des réunions Teams. Sous quel ordre? De quelle manière? On a communiqué, on a digitalisé, on a partagé les informations différemment. Et l'idée, c'est de dire, vous partagez ce cas-là, qui vient de l'entreprise ou qui vient de vous, et c'est très bien. Et on est 10 pour travailler sur le sujet, comprendre la situation, donc poser des questions, et puis proposer des améliorations à court terme et à moyen terme, c'est-à-dire à 6 mois, 1 an, qu'on pourrait mettre en termes d'excellence opérationnelle dans cette équipe ou dans cette organisation. C'est ce qu'on fait dans d'autres écoles, qui est d'amener même les étudiants en entreprise pendant plusieurs journées pour améliorer le concret. Là, imaginez que vous êtes en entreprise, à discuter avec la personne, ou vous qui avez votre propre expérience, c'est pas obligé de prendre le représentant d'entreprise, et vous dites « Ah ben voilà ce que j'ai vécu, non, finalement l'équipe fonctionnait pas bien ensemble, qu'est-ce qui faisait qu'elle fonctionnait pas bien ensemble ?» J'ai mis du MV, du management visuel, des points 5 minutes. On a fait de la résolution de problèmes. On a fait des réunions Teams. Sous quel ordre? De quelle manière? On a communiqué, on a digitalisé, on a partagé les informations différemment. Donc nous, on a décidé de s'attaquer au problème de l'intégration d'un nouvel arrivant dans une entreprise. Donc on a identifié plusieurs difficultés qui peuvent survenir au moment de l'intégration dans l'entreprise. Donc 3 principales difficultés. La première, c'est la difficulté à avoir le matériel et les accès IT dès les premiers jours. La deuxième difficulté, c'est la compréhension des rôles dans les équipes opérationnelles et la compréhension du rôle que on va avoir en tant que nouvel arrivant dans l'équipe. Et la troisième difficulté, c'est la formation aux différents logiciels qu'on va être amené à utiliser et la qualité des formateurs pour ces applications, notamment des personnes qui ne savent pas toujours former ou qui sont pas dédiées à la formation. Pour chaque nouvel arrivant, en fait, savoir sur quel est son périmètre de travail, sur quel logiciel il va travailler, et puis ensuite, donc du coup, ça nous permettra de savoir un peu sur quel logiciel le former et sur quelle tâche aussi le former également. Donc, ça va être au manager, avant que le nouveau collaborateur arrive, de faire les demandes en fonction justement des profils types qu'on aura créés à l'avance. Encore avant l'arrivée, il faut suivre effectivement l'état de l'avancement des accès, etc. Puisque comme Claire en a parlé, on n'a souvent pas toujours, quand on arrive, tous les accès. Dès lors de l'arrivée, mettre en place un welcome pack, donc ça c'est plus par rapport à l'intégration, avec des points, 5 minutes d'équipe. Et puis ensuite, donc mettre en place le suivi du planning, la passation, et puis prévoir des moments d'intégration. Donc on a parlé de team building, de gemba, donc c'est un mot japonais pour dire d'aller sur le terrain. Donc pour commencer à aborder le problème, on a décidé de se poser différentes questions, donc avec le QQOCP, donc quand, qui, quoi, où, comment, pourquoi. On a essayé de comprendre ce que c'était en fait, d'où venait le problème des tabous avec la hiérarchie. Et donc on a identifié plusieurs difficultés que pouvaient rencontrer les employés. Merci d'avoir joué le jeu.